Bienvenue dans cette session qui va être consacrée au traitement asynchrone en Scala. Alors moi je vais commencer par me présenter, je m'appelle Brice Leporini, j'écris du code Java depuis longtemps et du code Scala depuis un peu moins longtemps. J'ai commencé mes premières lignes sur des side projects vers 2012-2013. J'ai un blog que j'anime sporadiquement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des billets très réguliers. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est @blep. Je vais commencer par bien différencier, pour poser les fondements, différencier la conception synchrone et asynchrone. J'imagine que tout le monde a à peu près une idée de ce qui différencie les deux types de conception. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un exemple. On va dire qu'on a un traitement qui se découpe en 3 temps. Le premier temps, on consomme de la CPU. Le deuxième temps, on va attendre. Et le troisième temps, on va consommer de la CPU. Globalement, ça ressemble au traitement d'une requête HTTP. Premier temps, on va consommer de la CPU pour lire les paramètres de la requête, appliquer les validateurs, appliquer un peu de métier. Et puis après, on va aller interroger un système de persistance ou un web service. On attend le résultat et après, on consomme encore de la CPU pour générer la réponse, donc soit du JSON, du XML ou du HTML. Et on va considérer pour cet exemple qu'on va devoir faire 2 fois ce traitement-là sur un seul fil d'exécution. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe, la différence qu'il va y avoir entre la partie synchrone et la partie asynchrone. En synchrone, globalement, c'est assez simple, hein. On va enchaîner séquentiellement les tâches. C'est la première tâche, on va attendre, deuxième tâche, et on démarre le deuxième traitement. C'est ce qu'on fait naturellement dans nos programmes. En asynchrone, les choses sont un peu différentes, puisqu'on va se dire, c'est quand même couillon de payer notre CPU à attendre le retour de l'appel qu'on a fait l'appel distant qu'on vient de faire. Donc, au lieu d'attendre, on va commencer à traiter la première étape de la deuxième tâche. Et pour ce faire, on est obligé de s'appuyer sur des API qui sont dites non bloquantes. C'est-à-dire que quand on va lancer l'appel, l'API va tout de suite rendre la main et on va lui passer en paramètre un objet qui va lui permettre de dire voilà le travail qui reste de faire après. Donc de référencer le bloc de la deuxième tâche. Et ça, c'est ce qu'on appelle une callback. Donc une callback, ça va être soit une fonction en JavaScript, soit une lambda en Java 8 et en Scala, ou une classe anonyme en Java avant Java 8. Donc vraiment, là, on change tout ça pour dire qu'en asynchrone, on va vraiment changer la conception et les outils qu'on utilise. Et quand je parlais de système de persistance tout à l'heure, notamment si on doit faire du JDBC, potentiellement, ça va être compliqué puisque la plupart des drivers JDBC sont totalement synchrones puisqu'ils s'appuient sur Java.net Socket. Et alors, si on va jusqu'au bout du raisonnement que j'ai mis en image, là, finalement, avec une conception asynchrone, brute de fonderie, on ne va pas plus vite. Puisque si on regarde, là, en fait, le premier traitement, il se termine plus vite en synchrone qu'en asynchrone. En asynchrone, il se termine ici. Alors, c'est l'épaisseur du trait, en fait. Hein. Mais tout ça, c'est pour mettre en exergue que la problématique qu'on va traiter quand on veut mettre en œuvre une conception asynchrone, ce n'est pas la performance brute, mais c'est la scalabilité. Puisqu'en fait, dans une conception synchrone, à chaque fois, vous allez monopoliser un thread. Alors que là, un thread peut traiter plusieurs requêtes. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on vise à faire des applications qui sont par conception plus scalables. En Scala, ça tourne autour d'un type qui s'appelle future. Alors est-ce que tout le monde fait du Scala au quotidien ou au moins régulièrement? Qui c'est qui en fait régulièrement du Scala? Pour le reste, c'est du Java? Java. Donc, alors là, on voit le type futur, c'est un type qui prend un autre type en paramètre. Le type qui prend en paramètre, c'est la valeur qui va être retournée, qui va être portée à terme. Et là, l'expression à terme, elle est importante, puisque moi, je suis utilisateur de IntelliJ. Et quand je lui demande de me nommer automatiquement une valeur de type futur, il va me le préfixer avec eventual. Et pour nous, les Français, eventual, c'est un faux ami. Parce que pour nous, c'est éventuel. Et donc là, ça veut pas dire que j'aurai éventuellement une valeur, mais ça veut dire que j'aurai à terme une valeur.
Et ça, faut le garder à l'esprit. De la même manière que quand on parle dans le big data de cohérence, d'eventual consistency, c'est de la cohérence à terme. C'est pas je serai peut-être cohérent. Donc, futur pour alors la différence avec Java, c'est que le type on le met après, pas avant, et que les paramètres de type sont encadrés par des square brackets au lieu des chevrons. C'est pas Java utile concurrent de futur, c'est bien Scala concurrent de futur. Ils n'ont aucun lien de parenté. Qu'est-ce qu'on va avoir qu'est-ce qui va mettre en œuvre une future? Soit on est sur un traitement qui est multithreadé, donc c'est un autre thread qui va exécuter le traitement et à terme on aura la valeur. Soit on utilise un service distant, l'interrogeable web service. Soit encore on a la possibilité de créer une future qui sera à terme notifiée. Et on verra comment c'est l'utilisation de l'API des promesses. Donc ça tombe bien qu'il y ait beaucoup de débutants, parce que ce que je vais faire, là je vais vous faire une petite séance de ce que j'appelle du live bugging. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire notre premier Hello World avec des futurs, et puis on va voir quels sont les différents murs que les débutants peuvent se prendre. Donc pour créer une future, on a dit, c'est... Voilà, le bloc, et je vais retourner hello barcamp. Donc c'est une future, je l'affecte. Voilà, on est en Scala, donc on va pouvoir ajouter le type. Donc c'est bien une future qui, à terme, va me ramener une string. Et puis je vais vouloir l'afficher, donc je vais récupérer. Donc je vais faire eventual string, value, il me dit value, donc après je fais confiance à mon IDE, je fais un get, donc c'est encore un try, donc pour récupérer la valeur, c'est encore un get. Je récupère, je l'appelle hello, je vérifie le typage, c'est bien une string, et je vais l'afficher. Et on est parti. Alors ça compile, c'est du Scala. Et là, ça démarre mal. Hein. Ça démarre mal parce que non, en fait, ça compile même pas. Alors ceux qui sont un peu habitués, ils savent pourquoi. Le message, c'est que not find an implicit execution context. Alors un contexte d'exécution, on va rentrer un peu plus dans les détails un peu plus tard, mais globalement, c'est le composant qui va, à un moment donné, affecter un thread au corps de la future. Pour comprendre un peu mieux pourquoi il manque un execution context, on va dans le code de la bibliothèque standard de Scala et de la méthode apply qui est invoquée. Ici, on voit c'est le corps, c'est donc notre expression hello qui est un passage par nom. Et puis on voit ici effectivement qu'il attend un paramètre implicite. Et comme je ne l'ai pas défini, je ne l'ai pas placé explicitement, il en cherche un dans le contexte et j'en ai pas. Donc si on regarde le message d'erreur de compilation, on voit bien qu'il nous dit qu'on peut en importer un. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour le moment, on ne va pas trop se poser de questions. Je vais faire import, Scala, concurrente, exécution contexte, implicite, global. Et là, on est reparti. Et là, on a compilé, mais ça claque tout de suite au runtime. Parce que j'ai fait un truc cochon, j'ai déboxé un peu sauvagement un empilement de monades ici. Et donc, j'ai pas fait ce dont je vous parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour faire de la conception asynchrone, on allait travailler avec des callbacks. Et là, j'ai été clairement séquentiel. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc l'API, elle me permet de dire que dans le cas où ça s'est bien passé, je peux lui passer une fonction partielle. Hello, c'est une string. Et là, je récupère celui-là. Et là, on est reparti. Et là, ça s'affiche. Bravo. Par contre, bon, là, c'est pas très visuel sur le fait que ce soit déroulé dans un autre thread. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous propose de rajouter un peu de log. Voilà, log starting. Et ici, dans la construction, dans le corps de la future, je vais rajouter du log.
Ok, je relance. Et là, donc, on voit bien que j'ai mon thread principal qui s'appelle Scala test run running hello future. Et on voit bien que le corps de la future est joué dans un autre thread, puisque par défaut, en fait, le contexte d'exécution global qui est proposé par la bibliothèque standard Scala, il s'appuie sur le fork join pool du JDK. Mais là, globalement, on pourrait se dire aussi, tiens, en fait, ça va nous prendre du temps de construire Hello. Donc on va le faire artificiellement, on va dire que ça nous prend 100 millisecondes. Donc on met le thread en attente. Et on va voir ce qui se passe à ce moment-là. Du coup, là, il n'y a plus Hello Barcamp qui s'affiche. Pourquoi? La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, on a le thread principal qui s'est éteint avant que le thread dans lequel on allait léguer le traitement ait pu arriver à échéance, ait pu se terminer. Et ça aussi, des fois, quand on fait des tests, quand on cherche, on se fait avoir, généralement, on se fait avoir une fois par an, on oublie d'attendre que le thread se termine. À ce moment-là, on utilise un objet qui s'appelle await. On va lui passer la future. Et là, on a confiance, on va dire qu'on va attendre indéfiniment. Et là, on a le retour du Hello World. Alors, globalement, cet objet await, vous allez vous en servir principalement dans vos tests. Parce que si vous mettez ça dans votre code de prod, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes redevenu bloquant. Vous avez été asynchrone jusqu'ici, et puis ici, on attend le résultat. Donc ça, logiquement, il y a peu de chances que vous le retrouviez dans votre code de prod, si ce n'est exceptionnellement, potentiellement dans du code d'initialisation qui est exécuté une fois dans l'application. Donc ce qu'on a vu, on a vu une future qui, alors c'est juste une vision d'extérieur, mais qui nous expose une option. Donc une option, c'est soit j'ai une valeur, soit j'en ai pas. Si j'ai pas de valeur, c'est que la future, le traitement n'est pas terminé. Et si j'ai une valeur, c'est que la future est arrivée à échéance, donc j'ai un résultat. Mais si j'ai un résultat, ça a pu bien se passer ou mal se passer. Donc c'est un succès ou un échec. Mais encore une fois, on va travailler sur des callbacks et pas sur cette vision que la future la future nous expose. Et pour continuer, je vais être obligé de vous introduire une nouvelle notion, une notion qui est commune en programmation fonctionnelle, qui s'appelle la monade. Donc ça y est, j'ai dit le gros mot, la monade. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la programmation fonctionnelle, donc j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était que ce terme que je ne connaissais pas, monade. J'ai fait comme tout le monde, j'ai fait Google. Je suis tombé sur Wikipédia et je suis tombé sur cette page qui explique un peu ce que c'est une monade dans la théorie des catégories. Et sur cette punchline aussi qu'on retrouve encore actuellement, qui tourne souvent. Et là, je me suis dit que ce jour-là, je ne saurais pas ce que c'est qu'une monade. En revanche, si vous voulez rentrer un peu dans quelque chose d'un peu plus pratique, il y a un monsieur qui s'appelle François Sarabin qui a fait un talk à Devoxx en 2013 qui explique en Java et en Scala ce que c'est qu'une monade, comment on va l'utiliser et quels sont les avantages de ce qu'apporte une monade dans votre code au quotidien. Mais je vais quand même être obligé d'un peu en parler, même si je ne suis pas expert au niveau de la théorie des catégories, et je vais vous faire un petit peu de vulgarisation. Globalement, on a vu, la monade, ça encapsule une valeur ou un traitement. On la reconnaît généralement parce qu'il y a map et flat map dedans. On va voir à quoi ça sert. Donc map, c'est pour transformer la valeur qui sera obtenue à terme. Et flat map, c'est la même chose, mais sauf que le traitement, il va produire une monade du même type. J'aime bien la citation d'Eric Meyer qui dit que les monades, ce sont des types de retour qui vous guide dans le cas passant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir composer des enchaînements de monades et de ne gérer qu'une seule fois le cas où ça s'est mal passé, à la fin. Donc les monades habituelles, on en a vu quelques-unes ici, donc ça c'est les options, c'est soit j'ai une valeur, soit j'en ai pas, ça permet d'éviter les null self check et de typer les null self check. Le type try, c'est ça s'est bien passé ou j'ai eu un problème avec une exception, et la future qu'on va étudier maintenant.
Et en ce cas-là, il y a un truc qui est bien pour traiter les monades, ça s'appelle la fort-compréhension. C'est un sucre syntaxique qui va nous permettre de manipuler les monades sans utiliser directement map et flatmap. La fort-compréhension, ça va remplacer map et flatmap. Ici, ce qu'on voit, c'est que du côté droit, on a l'expression qui est censée renvoyer donc une monade, dans notre cas une future, et dans le côté gauche de la flèche, on a la projection de la valeur qu'on aura à terme. Et l'intérêt, c'est que pour créer une seconde monade, on a une composition, on peut récupérer cette projection de la valeur et l'utiliser pour créer une autre future. Et à la fin, on a un bloc yield qui correspond à ce que l'expression, la fort compréhension, va produire. Donc ici, globalement, on a un flat map parce qu'on génère une autre future, et à la fin, on a un map. On va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que dans ma fort compréhension, je vais construire mon hello, mais je le sépare en deux. Dans une première future, je crée le hello, et dans le deuxième, je crée le barcamp. Pareil, sur le succès, je récupère la valeur et je l'affiche. Donc tout marche bien. Maintenant, on va se dire, encore une fois, que ça va nous prendre un peu de temps de générer cette valeur. Et là, j'ai fait une petite méthode utilitaire qui va générer de la charge artificiellement, qui va générer de la charge CPU, et pendant un temps qui est paramétré. Donc là, on voit que hello, ça va mettre 4 secondes, ça va charger la CPU pendant 4 secondes avant de renvoyer hello, et ensuite, ça va charger la CPU 2 secondes avant d'envoyer barcamp. Et dans la configuration actuelle, ça va prendre évidemment un peu de temps, et on va voir que ça va prendre 6 secondes et des bananes. Voilà, 6,54. Et bon, on a commencé à intuiter ce qui se passe. On va regarder quand même un peu au profiler. Sauf que je n'ai pas pris le bon. Je vous la refais. Donc dans la vue des threads, je grossis un peu. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, je charge ma CPU pendant 4 secondes. Et puis après j'enchaîne avec la deuxième future. Là, globalement, finalement, j'ai fait un traitement séquentiel, mais sur 2 threads. Et là, c'est pas justifié. C'est pas justifié parce que les 2 futures ne sont pas interdépendantes. Pour comprendre un peu ce qui se passe, on va enlever le sucre syntaxique. Vous vous rappelez, je vous ai dit, la fort compréhension, c'est du sucre syntaxique sur map et flatmap. Et je suis expert IntelliJ, je sais faire alt-entrée. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc globalement, on a la première future qui est exécutée, et quand on aura le résultat, alors je lance la deuxième. Bon, pour résoudre ce problème, il est assez simple. Je vais simplement instancier celle-là. Non, c'est l'autre que je devais devoir instancier. Je la sors pour que ce soit un peu plus propre. Et là, du coup, les deux vont se lancer en parallèle, et on va réussir la forte compréhension va permettre de composer les 2 traitements. Et là, sans surprise, effectivement, on a un traitement qui ne dure que 4 secondes. Ok, ça c'était pour la composition. Donc parlons un peu des erreurs, on en a vu un petit peu tout à l'heure. Donc une future qui échoue, c'est une future au cours de laquelle il y a une exception qui est levée.
Pour l'illustrer ici, je vous ai repris le même schéma, sauf que j'ai intercalé derrière une future qui échoue. Et ce qui se passe ici, c'est que la composition elle va échouer en fail-fast. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une future qui va échouer, l'ensemble de la composition va échouer. Et effectivement. Tiens, au passage, vous avez vu jusqu'ici, je vous ai mis la callback sur onSuccess. Là, je l'ai mis sur onComplete. Donc du coup, pour la mettre sur onComplete, ça veut dire qu'il va falloir que je traite le cas où ça s'est bien passé et le cas où ça s'est mal passé. Et vous voyez, comme on en parlait tout à l'heure, je le fais que sur la future qui est issue de la composition des trois futures. Je ne suis pas obligé de le faire à chaque étape. Alors maintenant, on va voir un truc un peu, le truc un peu embêtant sur les conceptions asynchrones, c'est qu'ici, je vous ai fait une petite méthode, une petite fonction, mayFail. Peut-être que ça va bien se passer, peut-être que ça va pas bien se passer. Je vais la lancer. Et effectivement, ça ne se passe pas bien. Parce que il y en a une des deux qui m'a levé une exception. Donc on voit bien dans la pile d'appel que c'est dans ma classe utilitaire. Ici, je suis dans un test, donc c'est pas ici. Mais si on remonte, en fait, on n'arrive pas à savoir laquelle des deux a échoué. Puisque forcément, on est en asynchrone, l'appel a rendu la main tout de suite, et donc du coup, on ne sait pas laquelle des deux a échoué, puisque c'est plus la même pile d'appel. Et ça, c'est embêtant. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai dit que si c'était pas si c'était une valeur paire, je renvoyais une exception. Donc rien de complexe. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est quand vous allez appeler notamment des web services. Ici, donc moi, pour les besoins de la présentation, je m'appuie sur un projet Play Framework. C'est un test dans lequel je vais démarrer un serveur avec une seule route sur get/, et je vais attendre 3 secondes. Je vais attendre 3 secondes avant de renvoyer un résultat. Et puis dans le corps de mon test, ici, je vais injecter un client de web service dans lequel je vais essayer de récupérer ce qu'il y a sur slash, mais avec un timeout d'1 seconde. On voit bien ici que mon traitement il a échoué au bout d'1 seconde. Et quand on regarde la pile d'appel pour essayer de comprendre d'où ça vient, on ne voit rien, parce que là, il n'y a que le code des dépendances. Et c'est toute la difficulté que vous allez avoir pour débugger vos problèmes dans vos conceptions asynchrones. C'est que finalement, là où ça échoue, ce n'est pas là où ça a été lancé. Maintenant, je vais vous montrer un autre petit test, dans lequel ici, j'ai monté une fonction qui va faire échouer la future, mais la future, elle va continuer à s'exécuter. Bim. Donc ici, on voit bien une call stack, mais là, on voit bien que le test, il continue à jouer. Donc, je suis toujours dans le bloc await. Pour moi, la future, elle sait pas, pour le test, la future, elle ne s'est pas encore arrêtée. Et si on regarde un petit peu quel type d'exception j'ai levé, j'ai levé une out-of-memory error. C'est même pas une exception, c'est une erreur. Pour comprendre un petit peu, donc effectivement, j'envoie une new out-of-memory error. Alors, dites, là, il nous a fait une blague. Et pour comprendre un peu où je veux en venir, on va retourner dans le code de la bibliothèque standard Scala, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on va exécuter le code. Et là, on commence à revenir un petit peu dans l'environnement Java, puisqu'on va créer un runnable, avec promise completing runnable. Et là, dans la méthode run, on dit, on essaye de faire en sorte que ce soit un succès, mais si jamais on a une exception, on va catcher toutes les non fatales. Et une exception non fatale, qu'est-ce que c'est? Notamment, ce n'est pas une virtual machine error, puisque dans le cas de virtual machine error, il renvoie false. Et c'est marqué en commentaire, virtual machine error includes out of memory error. Bon, jusqu'ici, vous dites que potentiellement, c'est un trick, quoi, hein, ça n'arrive pas. Et on va regarder un peu qui c'est qui utilise qui est susceptible de lever out of memory error. Puisque je rappelle, pour
tout développeur Java, que ce soit Java ou Scala, des gens qui développent sur le runtime Java, out of memory error, page 4 du manuel du parfait petit développeur, j'essaye de faire un heap dump pour savoir d'où ça vient, et puis je sais que mon runtime il est dans un état incohérent, je tue l'application et je la relance en espérant que ça n'arrivera pas à nouveau. Mais là, finalement, si on regarde un petit peu, j'en ai dans buffer input stream, et puis c'est pas le runtime qui l'envoie, c'est le code du JDK qui dit tiens, j'ai une taille de buffer qui est supérieure à ce que je pense être le max, alors tiens, je t'envoie une out of memory error. On l'a aussi dans Java NIO. Et puis si on continue, on l'a dans pas mal d'endroits. Et tout ça, en fait, c'est pas du code d'une dépendance pourrie, hein, c'est le code du JDK. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai eu celui-là. J'ai eu celui-là dans un batch d'indexation qui, à un moment donné, il envoyait des données dans un index Elasticsearch. Et puis, ce truc-là, de temps en temps, les opérationnels, ils nous remontaient que pourtant, c'était pas un boulot incroyable qu'il y avait à faire, puisque ça générait des index d'une vingtaine de mégas, mais de temps en temps, ça tombait en timeout. Le timeout était à 20 minutes. On ne comprenait pas pourquoi, on regardait la CPU, la machine faisait dodo, le garbage collector, il faisait pas grand-chose. On n'a pas compris jusqu'au jour où on a ouvert la sortie standard et qu'on a vu qu'on avait, la call stack la stack trace d'une out of memory error. Donc c'est un peu un trick, mais globalement c'est quelque chose qui peut vous arriver puisque ça m'est arrivé. Maintenant on va parler aussi de quelque chose qui est un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude. C'est qu'à un moment donné, on est susceptible d'appliquer un traitement sur un ensemble de valeurs. Et si ce traitement-là, justement, c'est un traitement asynchrone, votre ensemble, là, dans le cas que j'ai choisi, je dis que j'allais incrémenter de façon asynchrone un ensemble d'entiers. Ce qui se passe, c'est que ma liste d'entiers devient une liste de futurs d'entiers. Et là, à ce moment-là, quand je suis dans le traitement de ma requête HTTP, dans mon contrôleur, j'ai une liste de futurs d'entiers. C'est à quel moment en fait que je vais libérer la réponse. Donc, pour résoudre ce problème-là, on a une fonction dans la bibliothèque standard Scala, dans l'objet futur, qui s'appelle séquence, qui va prendre une liste de futurs de quelque chose et qui va le transformer en futur de liste de quelque chose. Alors en fait, c'est pas liste, hein, c'est traversable ones, mais donc ça va marcher avec les séquences, ça va marcher avec toutes les implémentations de traversable ones. Donc là, dans mon code, je place ma callback finalement sur le résultat de la future de la séquence d'entiers. Et alors, si je vous refais la blague de ça me prend un peu de temps de rajouter un à chaque entier, on va regarder combien. Donc là, on a dit 4 secondes, j'en ai 4 à faire, on va voir combien de temps ça prend. On a un petit peu, j'ai mes CPU qui sont chargés. Ça m'a pris 4 secondes, donc il a fait en parallèle. Donc il est plus malin que le code que je vous ai montré, c'était intéressant de le vérifier. Sur le traitement des listes de futurs, on a la petite sœur de séquence qui s'appelle traverse, qui va vous permettre d'économiser une ligne de code. C'est que finalement, traverse va prendre une liste de quelque chose en premier paramètre, et dans le second paramètre, elle va prendre la lambda qui va créer un futur de quelque chose. Et donc du coup, là, si je lui passe une liste d'entiers et une fonction qui renvoie un futur d'entier, il va me renvoyer une future de séquence d'entiers. Ça fait presque la même chose que séquence, mais avec un prototypage différent. On va parler un peu des promesses, mais pour ça, je vous ai fait un petit schéma d'abord. Et je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que globalement, on pouvait avoir une possibilité d'avoir une future qui arrive à échéance, c'est que la future reçoive une notification de l'arrivée de la valeur. Et ça, c'est l'utilisation d'une promesse. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par instancier une promesse. Donc la promesse est typée aussi, c'est un type qui prend notre type en paramètre. Et quand on aura
quand la valeur sera disponible, on pourra la pousser dans la promesse. Une fois que la promesse sera honorée, alors la future arrivera à échéance et toutes les callbacks seront exécutées. Comment ça marche? Ici, on voit, j'instantie ma promesse. À partir de la promesse, je crée une future à laquelle je vais pouvoir mettre une callback. Et ici, ce que je dis alors, dans le cas que je vous propose, c'est que c'est la promesse de vous donner la première valeur paire d'une liste d'entiers. J'espère que vous kiffez tous ces cas, à base de liste d'entiers. Moi, je trouverais ça pourri si j'étais vous. Donc là, si l'entier il est pair et que la promesse n'a pas encore été honorée, alors je pousse la valeur. Et donc là, on voit bien qu'on a la callback qui est déclenchée. Alors, habituellement, les promesses, on les voit, elles sont très utilisées dans le code des différentes librairies asynchrones que vous êtes susceptibles d'utiliser ou dans le code de la bibliothèque standard Scala. Mais globalement, dans les applications, c'est relativement rare d'avoir à les utiliser. Petit détail que je ne vous ai pas donné, là, de la manière dont je l'ai symbolisé, ça ressemble un peu à une file, mais ça n'en est pas une, hein, c'est-à-dire que la promesse n'est utilisable qu'une seule fois. Une fois qu'elle a été utilisée, si on essaye de repousser une valeur, on aura une erreur runtime. Et je vais vous parler un petit peu maintenant des contextes d'exécution. Puisqu'on est passé rapidement tout à l'heure quand il y a eu l'erreur de compilation. Ce que je vous ai dit, c'est que c'était l'objet qui allait être responsable d'attribuer un traitement à un thread. Ici, je vous ai préparé encore un cas basé sur l'incrémentation qui prend beaucoup de CPU, sauf qu'on va l'exécuter avec différents contextes d'exécution. Donc, au lieu d'utiliser le contexte d'exécution global qui est fourni par la bibliothèque Scala, on va en instancier un et on va pouvoir les instancier à partir des outils du JDK et notamment l'API des executors. Donc, ça veut dire qu'on a tout le raffinement qui est disponible dans le JDK pour pouvoir créer des contextes d'exécution. Ici, je crée un contexte d'exécution qui va compter qu'un seul thread. Donc, si je lance mon test qui va incrémenter 4 entiers et à chaque incrément ça prend 1 seconde, ça devrait prendre 4 secondes. Effectivement, si je change mon contexte d'exécution et que je lui dis tiens, je te donne 3 threads pour l'exécuter, ça devrait en prendre déjà moins. Ça devrait lui prendre 2 secondes. Et effectivement, ça prend 2 secondes et des bananes. Et alors, si je reviens sur le test que je vous ai fait, où je vous ai montré qu'on pouvait, dans un test, instancier un serveur avec une route et un client de web service, je reviens dessus et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que j'ai mon contrôleur ici, donc j'ai ma route, get slash. Je vais mettre 3 secondes pour générer le résultat. Je vais journaliser l'arrivée de la requête. Et avec un contexte d'exécution d'un seul thread, je vais utiliser ce contexte d'exécution pour lancer 10 requêtes sur mon serveur. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que les 10 requêtes sont arrivées de suite. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que là, on est vraiment en fire and forget. Et donc, ça veut dire qu'avec un seul thread, en tant que client, on peut défoncer une appli ou une API. Je vous la refais. J'ai qu'un seul thread, je lance 10 requêtes, elles arrivent quasi instantanément.
Elles arrivent quasi instantanément. Donc pensez-y, pourquoi je vous parle de ça? Parce que il faut y penser, c'est que justement quand vous faites des batchs qui enchaînent des futurs, vous êtes susceptible de pouvoir défoncer une API ou d'avoir une API qui vous réponde que vous avez dépassé les quotas d'utilisation. Et tout ça, ça va vous amener sur un autre sujet qui va être la gestion de ce qu'on appelle la back pressure, c'est-à-dire de gérer une sursollicitation du composant que vous allez attaquer. Mais c'est un autre sujet et je ne vais pas vous en parler ce soir, mais je vous invite à vous y intéresser. Maintenant, pour terminer un petit peu, on va sortir de la bibliothèque standard Scala et on va parler de gestion d'erreurs. On a vu, les gestions d'erreurs, de base, c'est à partir des exceptions. On va voir que moi, je trouve que ce n'est pas suffisant et j'ai pris un petit cas d'utilisation où on a une application où on va taper une API qui va nous retourner le temps qu'il fait et puis juste après, on va lui dire oui, chez moi, il fait ce temps-là. Pourquoi le HTTP? Parce que le HTTP, moi je trouve que c'est un bon cas d'utilisation puisqu'une requête HTTP qui s'est bien passée fonctionnellement va vous renvoyer un status qui va être 200 ou 201 en fonction de ce que vous lui avez demandé. Et puis si ça se passe mal, ça peut être un 500 si le serveur il s'est mis en vrac, ou ça peut être un 400 si vous lui envoyez n'importe quoi, 401 ou 403 si vous n'êtes pas autorisé. Et tout ça, c'est des communications qui se sont bien passées. Bon, comme d'hab, mon cas d'utilisation, il n'est pas terrible. Et on va regarder comment on va l'implémenter avec des exceptions. Donc globalement, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une fonction dans laquelle je vais traiter le résultat de toutes mes requêtes HTTP, de toutes mes réponses HTTP. Encore une fois, je suis basé sur un projet Play Scala. Donc je vais utiliser le type qui va être exploité, c'est une WS Response. Et là, je dis simplement, je vais regarder le statut. Si c'est 200, je te renvoie le body, c'est une string. Sinon, je vais lancer une exception. Ici, donc, je récupère le temps qu'il fait. Donc, j'ai dit faire un get sur weather et je lui dis map sur cette fonction. La même chose en dessous et là, ici, je compose les deux. Et ça me renvoie une future de string. Alors, les exceptions, moi, je trouve que c'est pas suffisant pour gérer les problèmes. Parce que déjà, on n'a pas le type de retour qui est marqué par ce qui peut se passer. Globalement, une future peut toujours échouer avec une exception, mais pour moi, je pense que les exceptions, c'est plutôt réservé aux erreurs de bas niveau. Si j'arrive pas à trouver le serveur, donc j'ai un connect timeout, un read timeout, quelque chose comme ça, ou on l'a dit tout à l'heure, par exemple, une erreur de machine virtuelle. Donc, les exceptions, c'est un vieux troll et on va essayer de voir par quoi on peut les remplacer. Et dans la bibliothèque standard Scala, on a un type qui s'appelle either. Alors either, c'est une disjonction, ça veut dire que soit je vais porter une valeur du type A, puisque c'est un type qui prend deux autres types en paramètres, c'est soit une valeur du type A, soit une valeur du type B. Si c'est une valeur du type A, ça va être un left, et si c'est une valeur du type B, ça sera un right. Et par convention, left, c'est quand ça s'est mal passé, et right, c'est quand ça s'est bien passé. Et là, on va regarder un peu comment ça change notre code. Donc, je change la méthode. Maintenant, je vais créer une future composée error. Au passage, ça va me permettre de passer des exceptions à une case class. Et donc, ça va m'ouvrir aussi la porte des types algébriques que j'ai pas au niveau des exceptions. Et ici, donc, on voit bien que ce sera soit une erreur, soit une chaîne de caractères. Ça change le type. Donc ici, ça devient une future de either, de future composée error ou d'une chaîne. Ça change les types de retour de mes deux fonctions. Et dans ma composition, par contre, ce qui m'embête, c'est que on est sorti un peu de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on va composer les monades, on va traiter qu'une seule fois le cas où ça s'est mal passé. Là, c'est plus le cas. On se retrouve avec de la complexité accidentelle. Alors ici, j'ai épaissi le trait, puisque normalement, on pourrait externaliser ça dans une fonction. Mais globalement, ça ne change pas le problème. Donc j'ai un typage qui est un peu meilleur, mais je ne trouve pas la solution satisfaisante.
Pour aller un peu plus loin, je vais faire rentrer une librairie fonctionnelle dans ma conception. Et celle que j'ai choisie, c'est Scalasi. On aurait pu faire très bien avec Cats. Il y a un vieux troll qui traîne entre les deux, Cats versus Scalasi. C'est pas l'objet. Je vais remplacer le typizer par un type qui s'appelle disjunction dans Scalasi, qui est symbolisé, alors c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans Scalasi. Donc c'est un alias de type qui est anti-slash slash, et pareil, il prend deux autres types en paramètres, le A pour quand ça s'est mal passé, le B quand ça se passe bien. Une des raisons pour lesquelles on le change, c'est que le typizer, jusqu'à, je crois, Scala de 12, n'était pas monadique. C'est-à-dire que je crois qu'il ne mappait pas, et flat mappait pas sur le type de la valeur B. Mais ça ne va pas être suffisant. Et on va faire rentrer une autre créature fonctionnelle qui s'appelle un monad transformer. Ici, ça va être un IserT qui, globalement, va aplatir cette structure où on a un futur de disjonction, de valeur A, de futur composé error ou de chaîne. C'est un type qui prend trois autres types en paramètres. Le premier, ça va être le type de votre monade. Le deuxième, c'est le type d'erreur que vous pouvez rencontrer. Et le troisième, la payload que vous portez. Donc, ici, on voit que c'est un autre type qui prend c'est un autre type paramétré. Et la contrainte du type porté, c'est une disjonction de A ou B. Donc, dans ce qu'on veut faire, le premier type, le F, c'est une future. Le A, ce sera une future composée error. Et le troisième, ce sera la payload, ce sera la string. L'intérêt, c'est que finalement, on a réussi à aplatir tout ça. Et le monad transformer va permettre de mapper et de flat mapper sur le type 2B. Donc quand on va appliquer les transformations, ça va être sur la projection de votre valeur. Ici, c'est la chaîne. Évidemment, si on rencontre une exception ou que dans la composition, il y a à un moment donné un left qui est envoyé, l'ensemble de la composition va échouer. Dans le code, ça va donner quoi? On ramène les imports de Scalasi. Ici, dans notre méthode de gestion des retours, ça devient une disjunction. Alors, c'est un alias de type vers anti-slash/slash. Et ce que nous autorise aussi les imports de Scalasi, c'est de créer un write de cette façon-là ou un left de cette façon-là. Donc ici, le type de retour devient un IserT de futur composé error string. Pareil pour storeweaver. Et à la fin, on revient sur un schéma où on compose notre traitement sans complexité accidentelle. La différence, c'est que ici, le type de retour, c'est bien IserT. Donc à la fin, pour récupérer le résultat final, il faudra bien lancer la méthode run, qui va renvoyer la future de la disjonction de error ou la payload. Ça, c'est un design que j'ai déjà mis en œuvre sur plusieurs projets dans ce cas-là. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour ce soir. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas Scala, je ne vous ai pas trop assommé. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.